Voici le troisième volet que le Dessous des cartes consacre aux forêts dans le monde. Dans un premier numéro, nous avons analysé les divers types de couvertures forestières, tropicales, boréales, tempérées, les mangroves aussi. Dans un deuxième numéro, nous avons étudié la production et le commerce du bois. Eh bien, aujourd'hui, nous allons étudier les liens nombreux qui existent entre les forêts et notre climat mondial. Ce planisphère nous montre où sont les grandes forêts à travers le monde et l'on peut mesurer l'évolution de ces couverts forestiers au cours des dernières années. D'abord, contrairement à ce que l'on croit souvent, certains pays gagnent de nouvelles surfaces forestières par renouvellement naturel ou bien parce qu'ils plantent des arbres. Sur ces 5 dernières années, c'est le cas de certaines régions d'Europe, la Bulgarie, l'Espagne, l'Italie, la Norvège, et aussi il y a la Turquie, l'Inde, le Vietnam, la Russie, il y a les États-Unis et puis la Chine plante également beaucoup. On sait en revanche que d'autres régions du monde affichent des pertes importantes en surface forestière, en particulier le long de la ceinture tropicale. Et plusieurs facteurs expliquent ces pertes de couverts forestiers. Le tout premier facteur, c'est la pauvreté. Le bois est utilisé pour se chauffer ou pour construire un habitat, et là, les coupes, l'exploitation des forêts sont la plupart du temps illégales. Ensuite, pour que les sols soient affectés à d'autres fonctions, il y a défrichement, souvent par brûlis, ce qui génère directement un premier flux d'émissions de CO2. Les sols sont convertis en terres arables, ou bien de plus en plus souvent, en production destinée aux agrocarburants. Il peut y avoir aussi conversion en pâturage pour les troupeaux, cela accroît alors les émissions de méthane, autre gaz à effet de serre émis par le bétail. Les sols servent aussi à la construction des villes ou à leur extension. Je vous rappelle que plus de la moitié de la population de la planète vit en zone urbanisée en 2010. Et puis enfin, n'oublions pas aussi les incendies, la sécheresse et les insectes ravageurs. Donc, les facteurs sont nombreux. Or, 1 hectare de forêt, surtout avec les forêts à peuplement jeune, peut stocker 15 tonnes de CO2 par an. Donc, toutes ces pertes de couverts forestiers, avec les multiples causes que je viens d'évoquer, affectent les puits de carbone que forment les forêts. On estime que les déforestations contribuent en moyenne à près de 20% des émissions de CO2 par an. Eh bien, c'est là où la problématique forestière rejoint la problématique du changement climatique. Pour amorcer le processus de réduction des émissions de CO2, le protocole de Kyoto en 1997 avait divisé le monde en 2 ensembles différenciés. D'un côté, les économies développées de l'OCDE, plus celles des pays en transition, type Russie ou Ukraine. Les pays signataires du protocole de Kyoto acceptaient que leurs économies soient soumises à des objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, leurs entreprises peuvent échanger leurs émissions de CO2 sur le marché mondial des crédits carbone. On peut l'expliquer plus simplement. Une fois fixé un plafond d'émissions de CO2 autorisé, les entreprises qui émettent en dessous de cette limite et qui donc sont vertueuses peuvent vendre leur excédent non utilisé à celles qui, au contraire, dépassent la limite. Ce sont les pays dits de l'annexe 1. De l'autre côté, on trouve les pays en développement et les pays les moins avancés, ce sont les pays dits hors annexe, et eux ne sont pas soumis à des objectifs contraignants, mais ils doivent poursuivre leur développement de la manière la plus propre possible. Or, en 2000, juste après la signature du protocole, l'observation de l'origine des émissions de gaz à effet de serre a révélé un clivage assez clair. Dans les pays de l'annexe 1, donc les pays riches, les émissions venaient avant tout du secteur de l'énergie. Alors que dans les pays hors annexe, c'est-à-dire les pays en développement, ce n'est pas l'énergie la seule et principale cause, mais la déforestation et la modification des sols qui étaient à l'origine de plus d'un tiers des émissions de CO2. Pourtant, les émissions de CO2 issues de la déforestation n'ont pas été prises en compte dans Kyoto, principalement parce que le montant des émissions venant de la déforestation est en fait très complexe à calculer. Prenons le cas d'un pays comme l'Indonésie. Selon les calculs actuels, les émissions de gaz à effet de serre de ce grand pays d'Asie du Sud-Est représentent 1,3% du total mondial, les activités de la foresterie n'étant donc pas décomptées. Or, en Indonésie, la déforestation est de grande ampleur, car pour faire pousser le palmier à huile,
Ce pays remplace les forêts primaires. Et si les émissions issues de la déforestation en Indonésie étaient prises en compte, ce pays passerait alors à 8% du total mondial des émissions annuelles de CO2. L'Indonésie représente en effet à elle seule plus de la moitié des émissions issues de la déforestation, selon le rapport du PNUD en 2008. Eh bien, en résumé, si les forêts tropicales du monde étaient un pays, ce pays se situerait tout en haut du tableau des émissions de CO2. Il est donc indispensable, tant pour les forêts que pour le climat, d'inclure la préservation des forêts dans un Kyoto 2 post-2012. La question qui se pose donc, c'est comment valoriser financièrement les services fournis par les forêts. Alors, quelques initiatives se mettent en place, notamment avec ce que tente le gouvernement de l'Équateur. C'est un cas d'étude qui est très intéressant à connaître. Voici l'Équateur, un pays producteur et exportateur de pétrole et membre de l'OPEP. Et je vous en parle parce que dans ce petit pays se trouvent 3 champs pétroliers dont on voit la localisation sur la carte. Ce sont les champs appelés ITT, de Ishpingo, Tambococha et Tiputini. Or, ces nappes se trouvent sous le parc de Yasuni, qui est une réserve naturelle classée par l'UNESCO comme l'une des plus importantes réserves de la biosphère, et qui est aussi le lieu de vie du peuple Waorani, et notamment de certaines communautés isolées, les Tagaeri et les Taromenan. Le parc Yasuni est déjà affecté par les opérations pétrolières, mais le bloc ITT, qui détiendrait 20% des réserves pétrolières prouvées du pays, n'a pas encore été mis en exploitation. Si cela arrivait, la forêt et sa biodiversité seraient détruites et on estime que plus de 400 millions de tonnes de CO2 seraient émises dans l'atmosphère, issues de la combustion de cette énergie fossile. Alors pour éviter cela, le président équatorien Rafael Correa a proposé à la communauté internationale l'échange suivant. Il propose de ne pas exploiter le bloc ITT, c'est-à-dire de laisser le pétrole sous la terre pour que ces émissions de CO2 soient évitées, ainsi que la perte en biodiversité et le déplacement des communautés indiennes. En contrepartie, les États et bailleurs de fonds intéressés par le projet verseraient sur un compte contrôlé des compensations financières égales à la moitié de ce que l'exploitation du pétrole de l'ITT pourrait rapporter à l'Équateur. Ce fonds serait employé par l'Équateur pour financer la production d'énergie propre, éolien, solaire, géothermique, mais aussi la gestion durable de l'ensemble des forêts du pays. Alors certains pays ont déjà manifesté leur intérêt à cette proposition qui est très novatrice, la Suède, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Espagne, la Suisse, la Turquie, parce qu'il s'agit en fait d'inventer un mécanisme qui ne se limite pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais de les éviter. Le gouvernement de l'Équateur tente d'aller au-delà des négociations de Kyoto, non seulement réduire, mais ne pas émettre. Ailleurs aussi, les choses sont en train d'évoluer. À l'initiative de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Costa Rica, les pays forestiers et tropicaux se sont regroupés dans une Coalition for Rainforest Nations dont vous voyez les membres sur la carte. C'est une organisation intergouvernementale qui cherche à donner une valeur économique aux ressources forestières. Comment parvenir à ce que gestion des forêts et développement économique cessent d'être contradictoires? Ils soutiennent notamment le mécanisme REDD pour réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation forestière. Eh bien, cela consisterait à dédommager financièrement les pays qui s'engagent à réduire les émissions liées à la déforestation. En ce sens, les Nations Unies ont lancé en 2008 le programme UN REDD, qui opère actuellement dans ces pays que l'on voit sur la carte, et ce mécanisme s'inscrit dans la préparation de l'après-Kyoto, c'est-à-dire post-2012, et il fournit aux pays en développement un soutien pour faire face aux dégradations forestières. La conférence de Copenhague de décembre 2009 a proposé d'aller plus loin avec un REDD+, qui prend en compte non seulement les émissions de CO2 évitées, mais aussi la capacité de stockage de carbone des forêts, la bonne gouvernance et l'aménagement durable de ces forêts. Alors, 3 éléments à retenir. Cette initiative très innovante de l'Équateur est bloquée pour le moment et le président Correa a même menacé de mettre en exploitation cette réserve du parc de Yasuni, un petit peu comme une réponse aux conditions, somme toute logiques, mises par les bailleurs de fonds.
Deuxièmement, des conférences se tiennent régulièrement, réunissant les pays des grands bassins forestiers pour tenter de trouver des solutions à cette déforestation massive et arriver avec des propositions concrètes à la prochaine grande conférence sur le climat qui se tient à Cancun fin 2010. Et puis, troisième élément, finalement, ce n'est pas surprenant que cette modification de la surface forestière dans le monde soit un indicateur des objectifs du millénaire pour le développement. Parce qu'après tout, c'est bien la pauvreté qui fait que l'on fait de la déforestation pour conquérir des terres arables. Et plus encore, c'est la pauvreté aussi qui fait que l'on est poussé à la déforestation pour trouver du bois pour se chauffer. Alors vous pouvez lire ce très joli plaidoyer pour l'arbre aux éditions Actes Sud. C'est un livre de Francis Allais. C'est un très beau livre avec des croquis, des dessins entre technique et poésie. Du même auteur, le livre a plusieurs années, mais ça n'a pas d'importance. C'est le récit du radeau des cimes, l'exploration des canopées forestières au-dessus des forêts primaires avec un dirigeable, une expédition tout à fait extraordinaire pour découvrir la biodiversité en haut des forêts primaires. Et puis vous pouvez écouter et regarder ce que pense l'économiste Stiglitz, Le Monde selon Stiglitz, chez Arte Éditions, à propos des périls et des promesses de la globalisation.